You're as cold as ice. You're willing to sacrifice our love. Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 26e épisode de Cold Facts, un rythme de playoff, c'est fou tous les 2 jours un épisode. On commence d'abord avec Bienne et revenir sur cette fin de saison qui s'est terminée au Hallenstadion au 7e match. On va parler de Bienne et se projeter un peu sur la saison prochaine en regardant les pièces qu'il y a. Parce qu'il y a un petit couac, c'est la blessure de Joran van Pottelberg qui pourrait être absent de 6 à 9 mois. Et du coup, ça change un peu les plans de Martin Steinegger. Et puis après, on enchaîne avec le gros morceau de cet épisode, la demi-finale entre Fribourg et Zurich. On va se mettre bien dans l'ambiance, regarder des deux côtés ce qui marche bien, parce que c'est deux équipes qui sont assez proches, avec des gardiens au-delà de 93%, voire même 94% dans le cas de Jakub Kovar, un box-play qui fonctionne très bien, qui a l'avantage, honnêtement, c'est très difficile de désigner un favori net. Enfin, vous verrez quelles sont nos prédictions. Et puis, on termine par un petit passage par les paris, et là aussi, très difficile de dégager un pronostic intéressant pour ces deux demi-finales. Salut Greg. Re-salut Jean-Fred, deuxième fois de la semaine, comment ça va ? Ça va bien, je te vois trop, là, ça va pas. Ouais, ça doit être ça. On va donc revenir un petit peu plus en détail, faire un bilan de Bienne. Petit, de la même manière qu'on a fait pour Lausanne, peut-être qu'on n'a pas assez parlé du match l'autre fois. En repensant à ce qu'on avait fait, je me suis dit, c'est vrai qu'on n'est pas trop entré dans les détails du powerplay, du box-play. On va peut-être pas le faire non plus forcément avec Bienne. Puis après, on va se projeter sur la série de demi-finale entre Fribourg et Zurich, puisqu'on connaît au moins l'affiche de cette demi-finale, ce qui n'est pas le cas de l'autre avec Zug qui doit attendre son adversaire et on le saura ce soir, mercredi, entre Davos et Rapperswil. Mais si on revient sur Bienne, défaite donc au match 7, 3, c'était quoi ? 3-1. 3-1, ouais. 2-1, puis but dans la cage vide, pour exact. être un peu plus précis, disons. Exact. Il y avait cette statistique qu'avait sorti mon collègue Sergenberg, qui était de 39 matchs, numéro 7, 32 victoires pour l'équipe qui accueillait ce dernier match, 7 victoires pour l'équipe visiteuse. Maintenant, on est à 40 matchs, donc, et on est à 33-7. On parlait des fois, c'est pas des statistiques, c'est plutôt des probabilités. Les probabilités, elles étaient en faveur de Zurich sur ce match-là. Elles se sont confirmées finalement. Ouais, je crois que malheureusement, d'aller gagner un match à l'extérieur, c'est difficile. Est-ce que la patinoire de Zurich est peut-être la moins difficile où aller gagner ? Tu dis, il n'y a pas cet aspect ambiance incroyable ou public qui va te pousser et qui va peut-être chauffer le match et peut-être faire influencer les arbitres. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais forcément, il peut y avoir cet aspect-là. Mais malgré tout, aller à l'extérieur, jouer un match 7, c'est difficile. Et voilà, Bienne n'est pas passé loin. Mais pour moi, ils sont passés. C'est le 3e match finalement qui aurait dû. Qui devait tourner en leur faveur, tant d'un point de vue statistique que d'un point de vue non statistique, simplement à l'œil. Ils ont vraiment manqué le coche. Cette défaite 1-0 en prolongation, fait même en double prolongation, avec le goal de Baltisberger à la 89e. Voilà, tu marques pas, tu t'exposes. Le match 4, ils perdent aussi 1-0. Là, ils ont eu un trou d'air au niveau offensif. Oui, absolument. Et Kovar, finalement, Jakub Kovar a été le MVP de cette série, si on veut bien. Il a été moi, je crois qu'on veut bien, ouais. Canardé pendant 7 matchs par Bienne et il a été vraiment très très solide. Je me rappelle le premier match, sauf erreur, de Kovar, j'étais présent contre Lausanne, si je me rappelle bien, je crois. Et on l'avait vraiment trouvé un peu inquiétant. Il n'y avait aucun arrêt propre, la mitaine, elle avait l'air tremblotante à chaque arrêt. Puis on s'était dit, ouais, alors machin, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Mais bon, c'était le premier match, il n'avait pas joué depuis un petit moment. Il y avait plein de circonstances qui pouvaient expliquer ça. Mais alors, quelle différence entre le Kovar qu'on a vu au tout début de son arrivée à Zurich et celui de cette série qui a été absolument impressionnant. Mais on en reparlera peut-être quand on parle de Fribourg et d'adversaire aussi. Oui, bien sûr. Mais forcément, quand on parle de cette série de Zurich-Bienne, c'est un facteur
majeur. Et à la fin du match, j'ai un peu parlé avec des joueurs, avec Gaëtan Haas. Gaëtan disait, mais on n'a pas perdu cette série dans le match 7, on l'a perdu bien avant cette série. Et pas plus tard que dans le match 6, finalement, où ils sont à la maison, Aussi, ouais. ils mènent, ils doivent mettre le 2-0, ils sont pas capables, il y a un poteau, derrière, Zurich égalise, reprend l'avantage et s'en sort. Ouais, c'est vraiment, vraiment, vraiment dommage parce que Zurich. Est-ce que Zurich méritait de passer? Finalement, bien, avoir un bon gardien, c'est un atout et tu peux pas l'ignorer, mais ça on en parlera plus tard. Mais dans le jeu proposé, dans la jouerie globale sur les 7 matchs, c'est vrai que Bienne méritait de passer. Et puis, j'ai envie aussi de dire que des fois, on peut mettre en cause l'arbitrage, de dire que on a favorisé Zurich, on est contre les adversaires de Zurich, quels qu'ils soient finalement, ou contre les adversaires de Berne. Or, quand Christian Marty, notamment, se ramasse 3 pénalités mineures et qu'il y a 0-0, au sortir de ces 3 pénalités mineures, tu peux pas dire que t'as pas eu tes chances finalement. Le powerplay, on a beaucoup thématisé, parce qu'en plus on suivait beaucoup cette série, le powerplay de Lausanne ou le powerplay de Fribourg finalement, et les box-play des deux équipes. Là, il y a des gens qui nous demandent aussi si c'est pas le powerplay de Bienne qui a failli finalement. Et on a envie de dire que sans doute que oui, que bien sûr, en face, il y avait un super gardien, mais que ces chances, ils les ont eues. Notamment, on a fait la liste un peu des matchs qui nous semblaient, on disait match 3, match 6, on peut peut-être même mettre le match 4 aussi, le perdu 1-0, mais vraiment surtout 3 et 6, où là il y avait des possibilités, où tu marques pas, tu peux t'en prendre finalement qu'à toi-même si les arbitres n'ont pas été catastrophiques. Surtout sur le 1-0, quand on se rappelle des circonstances, un tir un peu, pas flottant, mais légèrement dévié, Elien Pope qui fait un match pourtant super. Marquer les gars, quoi. Tu peux pas gagner un match sans marquer un but. Oui, complètement. Puis tu regardes, on parle du powerplay, ce match 7. Alors oui, c'est pas là que perd bien la série, certes, mais Bienne avait quand même encore une chance de la gagner ce soir-là. Oui. Match 7, ils sont en powerplay à la 46e, Azevedo pour coup de crosse. Au passage, j'aime pas taper sur les arbitres, mais globalement, j'ai l'impression qu'ils ont tout sifflé à Harbour, ou une bonne partie des calls à Harbour durant toute la soirée. Ouais. Moi, j'ai un souvenir au deuxième tiers, surtout. C'était une bouillie pour moi. Alors. Ni dans un sens, ni dans l'autre. Pour moi, ça n'a pas été un facteur. Ça a juste été un aspect de ce match où il y a beaucoup de calls. Tu dis, ouais, vraiment, là, on est sûr. Et bref, Azevedo sur le banc. Et tu as l'occasion d'égaliser parce qu'il n'y a que 1-0 à ce moment-là. Malguin part seul. 2-0 en box-play. Et si tu regardes, il y a Analyse Data qui a sorti les chiffres de cette série. Et il y a 88 shoots à 32 en powerplay sur toute la série en faveur de Bienne. En termes de buts escomptés, c'est 7,47 buts escomptés expected goals à 2,69. Donc 7 à 2, 7,5 à 2,5. Nombre de buts, 2 pour Bienne, 4 pour Zurich. Donc Zurich a marqué beaucoup plus que ce qui était imaginé ou escompté en powerplay. Et en plus, Bienne n'a pas beaucoup marqué en powerplay, mais a encore réussi à encaisser. Des fois, il ne faut pas chercher beaucoup plus loin. C'est assez fou mais ça, de nouveau avec Zurich, j'ai pris 2-3 stats, mais je pense que je vais les garder pour la comparaison avec Fribourg, parce qu'elles sont assez intéressantes. Puis il y a un aspect aussi, tu parles là-dessus, c'est le PDO de Bienne qui est à 99,42. C'est finalement pas trop mauvais puisqu'on est quasiment à 100. Zurich est à 105,58. Ça se joue vraiment à pas grand-chose, mais 93% d'arrêt de gardien et 5% au shoot. Il a manqué un petit quelque chose quand on voit que les autres équipes sont... alors, Zug est à 14,84, puis sur 4 matchs, donc je suis pas sûr que l'échantillon soit vraiment assez parlant, mais on est plutôt autour des 10% de shoot. Là, il a manqué un petit quelque chose. Il a manqué un petit quelque chose, complètement, mais pas dans le jeu, pas dans le fond du jeu, on va dire, pas dans la prestation d'équipe, ouais. Dans la capacité à planter des goals, quoi. Mais j'en reviens à Jakub Kovar, malheureusement, quand tu te retrouves face à un gardien à ce niveau-là, au bout d'un moment, il y a aussi un
dans un coin de la tête, l'aspect, il est rentré dans notre tête, le gardien, et ça devient difficile de marquer. Tu gamberges, tu veux trop en faire de temps en temps pour marquer, et au lieu de jouer finalement plus simple, et c'est un petit peu le piège dans lequel est tombé Bien à mesure que la série avançait. Et surtout, à fortiori dans ce match numéro 7, où, je le répète, Bien est vraiment, vraiment pas ridicule, et bien au contraire. Bien peut mériter de le gagner, ce match, absolument. On a une question de Mathieu Schild. Vous voyez aussi le powerplay de Bien comme le problème principal de cette élimination. Éventuellement, un mot sur les derniers étrangers, Korpikoski et Indrazis. Je les ai trouvés bien faibles. 3 petits points. Alors, le powerplay, on vient de le thématiser. Alors, je pense qu'effectivement, c'est l'une, si ce n'est la raison principale, absolument. Et les étrangers, effectivement... Alors, Shikin, super pioche. Rien à lui reprocher, sans doute. À part peut-être... J'allais mettre un tout petit bémol. C'est Hollenstein lors du match 6. Oui. Je trouve que là, il a manqué un tout petit quelque chose. Et sans doute que Kovar est un poil meilleur. Et pourtant, il avait joué très peu cette saison. Mais Indrazis et Korpikoski. Korpikoski, quand il est arrivé, je suis pas sûr qu'on ait bondi au plafond en disant ouh là là, il va apporter un super truc. Parce que il y avait une histoire en Finlande, on ne savait pas trop à quel niveau physique il se situait. Hein. Il avait très peu joué, il était mis avec la réserve, si je me rappelle bien, par son club en Finlande, TPS, où il était d'abord capitaine, il était dégradé, il y avait des problèmes avec lui, il n'avait pas joué de la saison. Il débarque, il est commotionné très rapidement, il a joué que 11 matchs, une passe décisive en saison régulière. Il n'a pas pesé, c'est clair. Et puis quand il est rentré dans cette série, il est venu en ligne 4 pour un peu faire le nombre, mais il a joué qu'un match, quoi. Et donc il n'a pas pesé. Et Indrazis, je suis de l'avis de l'auditeur qui nous pose la question, j'ai aussi trouvé assez décevant. Est-ce que finalement, je réfléchis aussi, Salinen, est-ce qu'il a pesé? J'ai l'impression que c'était pas non plus... Il nous avait vraiment impressionné au début de saison. On s'était dit... Ah ouais, encore une bonne pioche de Martin Steinegger, ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas une bonne pioche, attention. L'année prochaine, il y aura Olofsson. Oui. Olofsson qui s'est un peu calmé sur la fin de saison avec Langnau. Hein, vraiment un début de saison ahurissant au niveau des points. Je me réjouis de voir Olofsson, je ne sais pas avec qui il va jouer. Ça, ce sera à Tormenon de faire ses lignes, mais ça va être assez intéressant de voir cet attaquant-là. En tout cas, c'est une belle arme pour Bien. Il y a peut-être des gens qui se diront attention, on va voir, il aura moins de, comment dire, c'est pas des responsabilités, mais sans doute moins de facilité avec Bien qu'avec Langnau, parce que à Langnau, en gros, on lui disait va sur la glace, puis fais un peu ce que tu veux, de toute façon, t'as la main chaude, tout rentre. On verra, en tout cas, il aura des excellents joueurs avec lui, et puis une équipe, en règle générale, beaucoup plus forte qu'à Langnau. Alors, absolument, il faudra voir, mais comme on disait au moment de l'arrivée de la signature de Olofsson, il ne faut non plus peut-être pas s'attendre justement à ce qu'il finisse à 60 points la saison. Mais si tu le mets sur une ligne avec au hasard Tony Rayala et Gaëtan Haas en première ligne avec Olofsson sur l'autre aile, ça peut faire du joli boulot. Au passage, Rayala 7 matchs 5 points durant les playoffs. C'était mieux, ouais. C'est positif aussi pour la suite finalement. Il a eu une saison un petit peu avec des hauts et des bas, on va dire. Mais j'ai l'impression que c'est un peu le Rayala effect, tu sais. Oui. Il est, en anglais, les streaky, donc il fonctionne par vague, par série. Et le but, c'est qu'en fait, ces séries ou ces petits trous entre les séries soient les plus courts possibles. Et c'est là que tu as le meilleur de Rayala, finalement. Mais impossible de parler de Rayala sans parler de Gaëtan Haas. 7 matchs, 2 points, 2 assists. Là, on est en droit de se poser des questions. Ou pas? Vas-y. On aime bien ne pas juger un joueur que sur l'aspect des points. Et en saison régulière, on l'a souvent défendu, même s'il n'a pas forcément besoin, mais en disant tout ce qu'il faisait de bien à côté, ou en tout cas quand il n'avait pas le puck, ou en tout cas quand il avait le puck, des fois en zone défensive ou du placement et tout. Forcément, un joueur comme ça qui est revenu à comment dire, de manière assez ronflante pour Bien, c'est important, c'est l'enfant du pays, c'est un centre, c'est la NHL qui vient, qui débarque à Bien finalement,
ok, il est plus centre 4, il est centre 1 ou 2, il reprend un rôle offensif. Il le faisait très bien avec Berne, on sait ce qu'il vaut, il a été champion avec Berne. Il aurait dû produire plus. C'est aussi simple que ça, finalement. Et déception, c'est peut-être le mot est peut-être fort, mais je n'arrive pas à en trouver un autre qui cadre le mieux avec les stats que tu as dévoilées. 7 matchs, 2 assists pour Gaëtan Haas, c'est insuffisant. C'est insuffisant. Après, je remettrai quand même pas en cause les capacités du joueur en play-off. Parce que si tu regardes les 2 dernières saisons qu'il fait avant de partir en NHL avec Berne, il joue 20 matchs sur les 2 saisons. Il a 15 points en 20 matchs de play-off. C'est vraiment très bon. Donc finalement, je ne pense pas que le joueur soit à remettre en question. Il a 30 ans, il a encore de belles années devant lui. Donc c'est là aussi pas un souci. Mais il faut être clair sur cette série. Si tu as un Gaëtan Haas qui est un tout petit peu meilleur, c'est peut-être justement là, ça qui va peut-être te faire la différence entre une élimination en 7 et une qualification en 6, voire en 5. La question qu'on peut se poser aussi, c'est de dire, il y a Olofsson qui arrive. Est-ce que Gaëtan Haas doit aussi peut-être élever son niveau de jeu pour la saison prochaine ? C'est bien joli, ok, on te donne des armes en plus, mais on ne peut pas tellement dire que Gaëtan Haas était mis dans une mauvaise position. On lui colle un buteur comme Tony Rayala qui est exceptionnel par moment et en général qui est plutôt très bon. Tu peux avoir un Ugly qui n'était pas le dernier des Bobets. Tu peux avoir un Kessler qui marchait bien aussi. Tu peux avoir un Offer si ça ne marche pas. Tu peux même, admettons, si tout d'un coup Kunti n'est pas là, tu peux te retrouver avec Brunner et Kunze, des armes pour un centre. Il ne peut pas dire après, d'ailleurs il ne l'a pas fait, dire mais regardez avec qui je dois jouer. Je ne peux pas transformer en or un joueur X ou Y qui plante pas de goal. Il me faut quand même des armes. Et il y en a, effectivement, et l'année prochaine, elle va être intéressante, cette équipe biennoise. Justement, tu parlais de Brunner, Kunti, Kunstler, ils vont toujours être là. Rayala, il va être là. Offer, Haas sont toujours là. Ishier encore, Salinen encore. Le noyau de l'équipe présent cette saison est toujours présent l'année prochaine. Il y aura des étrangers en plus. Alors bon, il y a un petit problème quand même qui est arrivé en ce début de semaine, selon le journal du Jura. Je ne sais pas si le club a communiqué, mais bref, rendons au journal du Jura ce qui lui appartient. Joran van Pottelberg est absent pour 6 à 9 mois, si j'ai bien lu. Le 6, c'était là. Bon, le A9, j'étais ouais, là. Et moi, les premiers échos que j'avais entendus, il y a une semaine, il y avait un premier diagnostic qui parlait plutôt de 9. Donc ce 6 à 9, voilà, c'est tellement dépendant de la convalescence et de la manière dont il revient. Ça va forcer Bienne à utiliser une de ses licences étrangères pour un gardien, du moins en début de saison. Pope ne sera plus là, il sera remplacé par Ritz. Mais je doute que tu partes avec lui. Du coup, tu as Leuf et Yakovenko derrière qui sont déjà là. Tu as Rayala, tu as Salinen, tu as Olofsson. Ça fait 5. À la place d'avoir un 6e étranger qui aurait pu être un centre, justement, et pour pouvoir remettre Salinen sur une des ailes, tu dois avoir Salinen qui va jouer sur ce centre. Je pense que Olofsson peut jouer au centre, mais je verrais plutôt Salinen. Et donc, un étranger au but, ça enlève quelques options à Bienne. Ça va être intéressant de voir comment ils vont s'en dépatouiller. Le marché des gardiens est intéressant actuellement parce qu'il y a, mais comme pour toutes les positions, mais les gardiens aussi, il y en a sur le marché, pas mal, qui viennent de KHL aussi. J'irai regarder par là-bas pour voir des noms assez intéressants. Il y en a, on va pas les énumérer. Dimitri Chikin, par exemple, parce il fait partie des papables. Hein. Oui. Bien sûr. C'était mis que ça pouvait être une option après avoir. Jakub Kovar, non, parce qu'il a dit qu'il ne resterait pas en Suisse. Donc lui, il est tranquille, il sait qu'il ne restera pas, visiblement. Je suis un peu surpris parce que vu ce qu'il est capable de faire, je me suis dit, mais il y a peut-être bien une équipe qui, si Zurich ne veut pas le conserver en disant non, nous c'est bon, on a nos gars. Ou alors ils veulent le conserver, non, il partira ailleurs. Donc c'est très drôle ce que tu dis sur le marché. Alors, toi, tu t'en parles depuis un petit moment et à ce micro, effectivement, on en parle depuis quelques semaines, depuis l'effondrement, depuis la guerre en Ukraine. Et sur le plateau des Pécalistes, Julien Vauclair a mentionné aussi qu'il y avait beaucoup plus de joueurs disponibles. Il a énuméré, je crois, entre 80 et 100 joueurs qui, tout d'un coup, se retrouvent sur le marché et que ça permet aussi d'attendre un petit peu plus.
D'ailleurs, il sera... en tout cas, je ne sais pas s'il sera à Helsinki. Il sera visiblement en Finlande pour le championnat du monde. Ce serait drôle qu'on puisse le croiser et puis discuter avec. Ce serait pas perdu. Mais il va aller faire ses emplettes, ou en tout cas aller regarder, discuter, voir en live les 16 équipes. Il y a, qu'est-ce qu'on va dire, 32 gardiens. Si on enlève certains gardiens qui seront intouchables, ou que voilà. Il y a un certain nombre de joueurs qui peuvent être intéressants à moindre prix. Je ne suis pas sûr que pour le Ajoie soit le gardien qui soit intéressant, mais si Julien Vauclair y est, j'ai l'impression que Martin Steinegger, on l'a déjà en plus croisé au championnat du monde à plusieurs reprises. Il va faire ses devoirs et il va être là-bas pour voir un petit peu ce qui va se passer. On se projette un petit peu sur Bienne la saison prochaine. De ce qu'on sait maintenant, on a parlé du gardien, qui est un des points, ça va être un point central pour Martin Steinegger. La défense, elle est bien remplie. Finalement, même cette équipe, elle est... T'as listé les joueurs en disant que le noyau était bon en attaque. En défense, c'est un petit peu pareil. Hein. Le Jakovenko derrière, Grossman, Radgeb, ça fait 4. Forster, 5. Stempfli de Lémon, 6-7. Fey, 8. Christen, 9. Qu'ils ont pris. Et puis il reste l'inconnu Noah Schneeberger, qui, et c'est drôle, hein, qui fait dire à Martin Steinegger, il nous a quand même bien plu en défense et c'était un de nos tout bons défenseurs. Et est-ce que ça nous surprend ? J'ai envie de dire... Oui. Moi j'avais envie de dire, ouais, pas forcément. On se rappelle quand même qu'il faisait partie des cadres élargis de l'équipe de Suisse il n'y a pas si longtemps que ça. C'est clair que c'est pas flashy forcément Noah Schneeberger, mais j'ai l'impression que quand il est bien dans sa tête, ou en tout cas, je sais pas si c'est bien coaché, mais qu'il est dans un environnement qui est positif, et qu'on lui dit pas, écoute, je vais te mettre à l'aile du 4e bloc, ou bien je vais pas te faire jouer. Enfin, ce qu'il a traversé à un moment à Fribourg et à un moment à Lausanne, là, tout d'un coup, à Bienne, il est dans un environnement plutôt cool et qui rend de fiers services. Et qu'en défense, quand on te demande en gros de jouer simple, j'ai l'impression que ça colle bien avec les caractéristiques de Noah Schneeberger. Mm-hmm. Ouais, en tout cas, ça a été une bonne pioche de la part de Bienne. Par rapport à un Delémont, un Stempfli, lui, il a quand même cette expérience. Et il n'y a pas à tortiller. C'est bien souvent ce qui fait la différence. On voit un Philippe Fourer avec Fribourg. Tout d'un coup, il est pas si ridicule que ça. Bah oui, parce qu'à 37 ans, il sait comment ça se passe. Puis là, durant cette série contre Zurich, Schneeberger, il a beaucoup de temps de glace. 17 minutes, 20, 25, alors c'était le match en prolongation. Ouais. 15, 18, 16, 14, un quart du match, il est sur la glace quand même. Donc, quand il était à Fribourg, c'était une catastrophe, il faut le dire. Ça s'est vraiment mal passé pour lui dans l'organisation de Fribourg. Il est parti à Lausanne, ça s'est passé correctement. Disons, il a joué ses quelques matchs. Il y avait rien à dire, finalement. Pas un facteur, sinon. Oui, mais ni positif ni négatif. Voilà. Il a rendu service quand on lui a demandé, mais sinon, c'était pas extraordinaire. Quoi. Exactement. Puis après, voilà, ce passage à Bienne est vraiment très bien pour lui. Ouais. Mais c'est drôle parce qu'on a l'impression qu'il est... il est dans des équipes qui sont plutôt en train de construire quelque chose vers le haut. Fribourg, Lausanne, Bienne, qui commencent à titiller les plus grands, ou les clubs, on va dire, traditionnellement en haut. Et finalement, c'est pas un gars qu'on va trouver qui va trouver un contrat très rapidement. Mm-hmm. Ça va plutôt se jouer sur la longueur, où finalement, tout d'un coup, tiens, ouais, il y a Schneeberger, ça pourrait être pas mal. Il a signé qu'une année, c'est ça qui était intéressant aussi, c'est de se dire, on le signe une année. Pire des cas, en décembre, on l'envoie. D'ailleurs, il était prêté quelques matchs à Langenthal. Au pire des cas, si c'est une catastrophe, en décembre, on l'envoie en Swiss League quelque part pour qu'il aille gratter un peu de temps de jeu, et puis tant pis. Et dans le meilleur des cas, on a un peu de profondeur pour probablement pas très cher, parce que lui devait aussi signer un contrat et accepter de prendre le risque de se relancer et de montrer sur un contrat d'une année ce qu'il est capable de faire. Et derrière, maintenant, il peut de nouveau dire ouais, j'ai une valeur. Je le verrais. Tu sais, si Bienne le veut pas, ou si lui, finalement, n'accepte pas la proposition de Bienne, parce qu'il y a deux parties, tu sais, où moi, je le verrais. C'est vraiment, alors, c'est comme ça, en me disant, tiens, il pourrait être pas mal. Et c'est sans regarder les contingents, savoir s'il y a de la place ou pas. Cloten. Alors, juste aussi, effectivement, j'avais pas pensé à ça. Je pensais à Langnau. Et je me disais, un Heinz Sellers,
qui est un coach qui a des principes, C'est lui une le coach. structure. Non, évidemment, c'est pas lui le coach, mais les rumeurs. J'avais peur que tu nous sortes une info. Non, mais je pars je pars du principe que ça pourrait être lui, et du coup, mais même si c'est pas lui, à part ça, tu sais, un peu Schilt, Schneeberger, moi je vois ces joueurs-là en me disant, ouais, ça peut faire le truc. Mais je me dis même maintenant, en réfléchissant, même un Bern, à part ça, qui n'a pas des noms. Ok, il y a Untersander, il y a Löffel, il y a Gelinas, il y a Enauer. Bon, on en a cité 4. Il y a encore des jeunes à côté. Schneeberger t'amène ce côté expérience. Il pourrait faire du bien finalement à pas mal d'équipes, si on réfléchit. Qui l'eût cru il y a une année, hein. Mais l'idée de Langnau est assez bonne parce que les points sont vite reliés. C'est son club formateur. Il vient de là-bas, après il est parti à Langenthal, il est revenu à Langnau, avant d'aller dans les Grisons, où c'est là qu'il est devenu... il y a d'abord une très bonne saison à Bienne, Ouais. et après peut-être il s'est encore plus établi quand il est passé à Davos. Parce que moi, il y a Leger qui part de Langnau. Hein, si c'est juste... Donc, Leger, Schneeberger, je trouve que ça colle assez si on doit... Si on m'avait dit qu'on parlerait autant de Schneeberger aujourd'hui, je ne serais pas venu, je crois. Je crois que c'est une bonne fin pour cette saison de Bienne. On salue les auditeurs biennois et on se retrouve la semaine prochaine. Voilà, après Bienne, on passe à ceux qui restent. Celui qui reste finalement, qui va défendre l'honneur roman. Oui, alors ça, moi j'y crois pas une seconde. Et l'honneur roman, si tu demandes à tous les fans des autres clubs romans, ils sont tous pour Zurich, Rapperswil, Davos, Zug, peu importe qui. Faut quand même en avoir une sacrée couche pour se dire je suis pour Rapperswil. Je pense que c'est pas être pour quelqu'un, c'est être contre les autres. Moi, la solidarité romande, j'y crois quand même pas beaucoup. Alors, c'est bizarre. Pourtant, moi, tu sais, comme ça, dans ma tête, j'ai vive le hockey roman de Marc-André Berset qui résonne comme ça. Donc, je me dis qu'il se fait quand même le porte-parole des fans de toute une région linguistique. Visiblement pas. Alors, voilà, je suis naïf, c'est clair. Mais honnêtement, alors là, c'est Fribourg cette année, mais je pense que l'année passée, quand Genève était en demi-finale, j'ai pas l'impression qu'il y a eu une union sacrée des autres clubs romans autour de la belle épopée genevoise en finale. Hein. ouais, c'est possible qu'il y en ait certains qui disent on veut en tout cas pas qu'il y ait un champion français qui gagne le titre en Suisse. C'est possible. Voilà, puis pour d'autres, c'est Fribourg, ils sont bilingues, Lausanne, ils sont... on sait pas trop. Bien, on en parle. C'est pas des romans. Ouais, parce que... non, mais c'est une catastrophe. Mais bon, ça, c'est les joies du supporterisme. Ça donne Suisse et roman, c'est drôle. Ça donne de belles petites joutes sur Twitter. Mais je pense que si Zurich est en finale contre peu importe qui n'est pas suisse alémanique, les mecs diront oh, on est pour les autres, c'est sûr. C'est ça aussi, c'est qu'il faudrait voir. Bon, on sait surtout ce qui se passe avec Zurich, mais j'aimerais bien savoir ce qui se passe en fait maintenant avec Zug, avec Davos par exemple, pour d'autres alémaniques, parce qu'on fait souvent le lien avec Zurich, qui est détesté par tous les autres. Berne, je pense qu'à Zurich, ils doivent pas les sentir et tout, mais voilà, il y a Lugano à l'époque, parce que c'était cette grande époque des titres de Davos, Lugano, Berne et Zurich. Lugano, ça remonte un peu plus, mais Il Grande de Lugano des années 80. Ouais, c'est un peu ce qui fait le championnat de Suisse, mais on revient à Fribourg, on connaît l'adversaire, c'est Zurich. Je pense qu'il y en a certains qui auraient peut-être préféré que Bienne passe, parce que ça signifiait Rapperswil ou Davos, et surtout c'est Rapperswil ou Davos, 7 matchs. Cramé potentiellement. Là, Zug, ils sont en train de rigoler. Honnêtement. Ce mercredi soir, le match 7, ils vont le regarder en étant pour le match nul. Ils vont tous parier match nul en disant 18 prolongations. Allez-y les gars, jouez jusqu'à demain matin s'il faut. Nous, on est là, on regarde le match tranquillement, on sort les popcorn et on regarde ce qui se passe. Ah ouais, ça doit siroter d'une boisson énergisante, parce que... Tranquille, c'est vraiment ce qui va se passer. Ce ne sera pas l'adversaire de Fribourg-Gotteron en demi-finale, ni Davos, ni Rapperswil. Ce sera un Zurich un petit peu plus reposé, parce qu'ils ont commencé 2 jours avant. Ouais, honnêtement, au moment où c'est sorti, on a dit c'est n'importe quoi, que ça commence avant, mais on était plus en mode ouh, mais ça nous fait paniquer pour Hockey Manager. Ah, surtout on était un peu plus, c'était ça, ouais. La chance dans cette histoire, quand même, c'est que l'adversaire de Zurich en demi-finale n'a pas joué jusqu'au mercredi soir et match 7. Parce qu'alors là, on tenait quand même un bon gros scandale. Parce que si Zurich avait dû affronter le vainqueur de Rapperswil Davos... C'était sympa, hein. Ouais, ça n'aurait pas été... En l'occurrence, c'est pas très
correct. Il y a un vrai problème, hein, qu'on soit clair, il y a un problème. Mais à part ça, il était insoluble, honnêtement. J'ai vu des propositions passer là dernièrement, mais en même temps, il y avait Hans Zimmer, là, le compositeur de cinéma, le 2 avril au Hallenstadion. Ses concerts avec post-Covid, ça a dû être repoussé 15 000 fois, ça a dû être mis il y a une année. On savait, avant même que Philly Veuclin fasse tranquillement son calendrier et pose ses jours de play-off. Ma foi, c'est des contingences qui sont liées au Hallenstadion, c'est comme ça. Je suis d'accord sur le fond, mais en un sens, alors, on est toujours plus malin après sur notre chaise, Ouais. les théories. Mais t'as pas meilleur temps de dire, bon, le match 7 aura lieu le mercredi soir, quoi qu'il arrive. Après, tu fais ton rétro-planning, 7 le mercredi, 6 le lundi. Oups, là, il y a un problème. Bon, bah tant pis, dans la série, entre le match 5 et le match 6, bah il y a 4 jours. Et tu reviens, tu refais ton rétro-planning après, donc tu commences effectivement avant, mais plutôt que de tout condenser pour que les matchs se chevauchent, ben non, il y a juste un trou là au milieu, Ouais. et donc tu te retrouves avec ton match 7 le mercredi soir. Le problème n'était pas le mercredi soir au Hallenstadion, Non, c'était le samedi. ouais. Du coup, j'aurais trouvé plus logique. Mais après, est-ce que Bien vient dire, non mais attendez, on peut pas faire une série de playoffs où il y a 4 jours de pause au milieu ou 5 jours de pause au milieu, c'est pas possible. Je l'entends complètement aussi. T'as dit Les le terme... télévisions, hein, peut-être aussi. T'as dit le terme insoluble, et je pense que c'est très juste. Est-ce qu'il y avait une bonne solution ? Bah, la bonne solution, c'est d'arrêter avec les patinoires multifonctions. Mais au bout d'un moment, c'est la norme. On voit que Lausanne commence à faire des spectacles. Après, ça dépend aussi si Zurich, c'est la primauté des spectacles et le hockey vient se caler où il peut, ce qui est possible, alors que peut-être qu'à Lausanne, on pense hockey, et puis on essaye de caser des spectacles comme on a vu avec Gad Elmaleh et Texas, qui sont venus se caler entre un match de play-off. Ouais, puis comme tu dis, c'est une situation exceptionnelle. Mais au bout du compte, on se retrouve avec une équipe de Zurich qui aurait dû n'avoir qu'un jour de repos entre son quart et sa demi-finale. Bah là, il y a quand même 4 jours complets off pour recharger un tout petit peu les batteries. Mais ces 7 matchs, ils les ont quand même joués. Hein. Fribourg n'en a joué que 5. C'est le moins pire des scénarios, à savoir que Fribourg a quand même eu un peu plus de repos que Zurich et n'est pas lésé, mais n'est pas autant avantagé qu'il aurait dû l'être finalement, si on veut résumer la situation de ce problème quand même, parce que c'en est un. Et favori. Oh là là, ça s'envoie. On dirait un match de tennis entre Zurich et Fribourg. Oh, c'est vous les favoris. Non, c'est vous. Oh mon Dieu, non, c'est vous les favoris. Oh mon Dieu, mon Dieu. Alors, il n'y a pas de Tu favoris. penses que ça va être ça? Non, parce que. J'ai lu Sven Leuenberger dans la Liberté qui dit oh là 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 là, c'est Fribourg le favori. Mon Dieu, mon Dieu. Et Christian Dubé nous disait après l'entraînement. Mardi. Non, lui disait la meilleure équipe de la Ligue, c'est la plus talentueuse. La plus talentueuse de la Ligue, c'est Zurich. Ah, on se renvoie bien la balle là quand même. Est-ce que c'est Zurich ou est-ce que c'est Zug, honnêtement, après on la peut... plus talentueuse. Ouais. En termes de joueurs suisses, j'ai quand même tendance à me dire que Zurich est pas mal. Quand t'as Andrigetto et Malguin, disons que tu commences assez bien ton contingent. Ah ouais. Simeone et Hoffman. Ah oui, tu relances de Simeone et Hoffman, on est bien d'accord. Mais moi j'entends cet argumentaire en tout cas. Dommage qu'il n'y ait pas Marchini du côté de Zug, parce que ça ferait une arme de plus, une corde de plus à mon arc pour te contrer, mais ça va être intéressant de voir. On parlait de Kovar avant, puis je voulais qu'on le laisse aussi un petit peu pour cette partie-là. Kovar, c'est 94,25% d'arrêt. Et Berra, c'est 93,48%. Boltzhauser était à 93 et quelques, mais il y a eu du Stéphane qui est venu dans la série avec Lausanne. Fribourg va affronter un gardien en pleine confiance, va affronter un box-play qui tourne à 92,59. Alors là, par contre, ça change un petit peu du box-play lausannois qui avait une trouille pas possible de sport-play fribourgeois. C'est clair. Ouais. Ce qui est drôle, c'est que ils ont encaissé 2 goals en box-play, Fribourg. Zurich a encaissé 2 goals en box-play. Fribourg a marqué 2 goals en box-play par Andrei Bikov. Et Zurich a marqué 2 goals en box-play. Là aussi, on a les mêmes stats. Le box-play de Fribourg est à 90,48. 2% de plus pour Zurich. Est-ce que vraiment c'est parlant? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, c'est un très bon box-play. Absolument. Je me réjouis, à part ça, ça va être hyper intéressant tactiquement de voir Grunborg et son staff, comment ils vont gérer le powerplay de Fribourg. Là aussi, Gehring,
Weber, peut-être Kiviste. Il y a du talent. Marty, est-ce qu'il devrait encore être sur la glace? C'est une autre question, ma foi. De nouveau, oui, je pense maintenant. Ouais, mais parce qu'évidemment, ils pensent en termes de... Tu vois, Nugren si Davos passe, Nugren est de nouveau là parce qu'ils l'ont mis sur la série. Puis j'ai l'impression qu'on pense trop souvent à la longueur de la série en allant jusqu'en 7 matchs. Bref. Marty, s'il fait pas le couillon, il est important avec Noro. C'est une belle équipe, ça c'est clair. En termes de talent, bien sûr, mais aussi en termes d'expérience. J'ai l'impression, tu vois, il n'y a pas tellement de jeunes défenseurs à Zurich. Non, vraiment pas. Et il n'y a pas tellement de jeunes défenseurs à Fribourg. Non, pas tellement. Non, pas vraiment. Donc là, on est quand même sur deux calques assez... Noro, Gunderson, Diaz, Gehring. On s'en fout des âges à peu près. Hein. Mais on a Yannick Weber. Là, tout d'un coup, tu vois, Philippe Fourer. Si on compare, je donnerais peut-être un avantage quand même à Zurich au niveau de la défense. Mais ça dépend aussi quelle option ils choisissent. Parce que Zurich a 8 étrangers sous contrat quand même pour la fin de saison. 1 gardien, 2 défenseurs et 5 attaquants. Et durant cette série, Azevedo a joué, Rowe est venu à un moment, Kruger a beaucoup joué. Quelle va être l'option choisie museler des harnais, on a compris. Aussi, il a écouté Colfax, Grunborg. il a dit il faut museler des harnais. Tu muselles des harnais, t'as gagné. Ah, puis tu t'excites Di Domenico aussi. Voilà. Mais non, mais ça va être l'option choisie. Est-ce qu'ils vont repartir avec un gardien plus 2 défenseurs étrangers et donc finalement, entre guillemets, que 2 attaquants, mais étrangers donc. Mais quand tu as Andrighetto, Hollenstein, Bodenman, Malguin, tu peux peut-être te permettre justement de ne prendre que 2 étrangers en attaque pour solidifier ta défense et avoir une base beaucoup plus solide. T'en verrais pas Ludo Weber? Non, mais en plus, maintenant, on a compris, quand on voit les stats de Kovar, on réfléchit même pas. S'il envoie Ludo Weber pour le match 1 à Fribourg, je pense honnêtement que ça n'arrivera pas. Mais Ludo Weber a toujours fait de très grands matchs à Fribourg depuis qu'il est parti à Zurich. J'ai en tout cas 1 voire 2 blanchissages en tête. J'ai l'impression que chaque fois qu'il y a un Fribourg-Zurich, je suis à la fin du match à essayer de parler à Ludovic Weber parce qu'il a fait de nouveau un grand match contre Fribourg avec Zurich. Ce serait rigolo, ce serait très rigolo que Weber commence la série. On a tellement parlé de Kovar et là tu te retrouverais avec un petit truc parce que Zurich doit aller gagner un match à l'extérieur. Est-ce que l'idée c'est ça? Tu dis tu pars avec ton Ludo Weber devant le but, 2 défenseurs, 3 attaquants étrangers, vu que Zurich peut en avoir 5 sur la glace, on rappelle. À part ça, on a noté Kovar, hein, je parlais de Kovar et Berra. Juste 94-25 pour Kovar, c'est statistiques monstrueuses, et 93-48 pour Berra, ça l'est tout autant. C'est pas les 2 meilleurs gardiens statistiquement en play-off. Et en fait, en disant ça, t'es là. T'es sérieux, quoi? C'est qui? C'est Chikin? Puis t'es là. Ah non, mais il est pas mal, Chikin aussi. Pope a été très bien avec un match, mais il y a qu'un match. Non, c'est Giannoni. 94-44. Et quand tu regardes les stats de Giannoni en play-off depuis qu'est-ce qu'on va dire? Les 10 dernières années, à peu près. Les 8 dernières années. C'est tout le temps 93%. C'est un cyborg, le type, c'est pas possible. J'adorais ton terme, le cyborg. Mais non, mais c'est complètement fou. Ah oui, il a souvent des bonnes équipes devant lui, bien sûr. Mais j'en ai rien à fiche. Avec plus de 93%, il n'y a pas que ça. Donc là, les 2 équipes qui vont passer, si Zug continue à... Et effectivement, une équipe de Zug fraîche face à une équipe crevée qui va arriver... J'ai de la peine à m'imaginer Zouk pas en finale. Du coup, le duel de gardiens, quel qu'il soit, va être magnifique. Et là, Berra, voilà, il était excellent contre Lausanne. On le thématisait la semaine passée. Tu mets ton argent sur le gardien, tu décides de le mettre en répartissant sur les 2 gardiens, en ayant une somme X. Voilà. Berra, on en attend maintenant. Pour l'instant, il livre la marchandise. Fribourg est en demi-finale, grâce en partie à Reto Berra. La saison, pour moi, la saison de Gauthieron, elle est déjà réussie. Mm-hmm. Là, au moins, comme ça, ils sont tranquilles. On peut pas dire c'est une saison ratée. Ce qui a été à Bienne, à Lausanne, à Genève, tu peux te dire, la saison chez nous, c'est une déception. Au moins, Fribourg, là, peut-être que ça libère aussi. Je sais pas. Je sais qu'ils sont très
les supporters sont tellement au taquet, on voit quand il y a les billets, mais bon, il y en a tellement peu en vente à part ça, parce qu'il y a tellement d'abonnés et tout. 2000 billets en vente, quelque chose comme ça environ. C'est pas beaucoup finalement, hein, sur 8900. Donc là, je pense que Fribourg est peut-être en tout cas au niveau de l'environnement, ça sera peut-être un petit peu plus calme. Il y aura peut-être un peu moins cette tension extrême qui sera là pendant les matchs. Mais si par hasard et par malheur, il devait se faire sortir en demi-finale, franchement, pour moi, c'est une saison pleinement réussie pour Fribourg quand même. Quel petit bras de roman tu nous fais. Quoi. Ouais. Mais si on veut être optimiste, on regarde les livres d'histoire. Alors, ça n'a aucune influence sur ce qui va se passer sur la glace dans cette série, on sait. Fribourg et Zurich se sont affrontés 4 fois en play-off depuis l'instauration des play-offs. Nombre de matchs joués, 16. Nombre de victoires fribourgeoises, 15. Pas mal quand même. Exactement. Non, j'aime bien les Américains sont très friands de ce genre de stats. Un peu à l'excès de temps en temps. Nombre de matchs gagnés le lendemain de 3 jours de repos face à un adversaire qui a un animal dans son logo. C'est la meilleure équipe de la ligue. Ouais, mais là, c'est un peu une... ouais, ok. À Thanksgiving, quand ils ont mangé 4 kilos de dinde par personne, la meilleure équipe le lendemain, c'est ça. Mais là, 2014, la dernière série entre Fribourg et Zurich, un quart de finale où Fribourg s'est imposé 4-1 avec Dubé sur la glace. C'est ce que je te disais. Il me dit, j'allais le dire. Ouais. Non, je lui ai parlé à la fin de l'entraînement. Je dis voilà quand même l'histoire. Puis il dit ça a quand même tellement changé. C'est des équipes tellement différentes. D'ailleurs, j'étais moi sur la glace. Je dis effectivement, ça a un petit peu changé. Et puis il me disait à l'époque, c'était la Sprunger Bikoff plus. Ouais. Qui était la ligne qui marquait quasi tous les buts de Fribourg-Gotteron. Puis il disait c'est eux qui nous avaient tenus à bout de bras dans ce quart de finale contre Zurich. Et là, ce sera la ligne, elle ne tiendra pas à bout de bras, mais Desharnais et Motet, on a vu contre Lausanne, moins 5 contre 5, plus sur le powerplay, mais oublions ce quart contre Lausanne, c'est cette histoire-là. Maintenant, il faudra aussi que peut-être Fribourg arrive à marquer autrement que sur le powerplay. Question d'ailleurs de Laurent Perroton qui nous a envoyé ça par message privé. Petite question pour votre émission. André Bikoff ne mériterait-il pas une place sur le premier trio avec beaucoup d'intensité et de confiance et avec un Nathan Marchand qui paraît un peu plus émoussé? J'aime bien cette question. Je me suis posé la question de Nathan Marchand en fait. J'ai pas pensé à intégrer Bikoff parce que je me disais juste je trouve que Marchand atteindre son plafond, je trouve que ce serait un peu... ce serait dépréciatif par rapport à la super saison qu'il a fait. Mais c'est les playoffs. Et j'ai l'impression que qui c'est qu'on a vu qui arrive à sortir avec 11 points en 5 matchs, c'est Di Domenico. Mm-hmm. Qui est-ce qui est exceptionnel dans les deux sens de la patinoire et qui fait un boulot pas possible? C'est Desharnais, c'est plus de 88 pour Di Domenico, 86 ou 7 pour Desharnais, 35, 36 ans, 34 ans pour Di Domenico. Sprunger qui est toujours là aussi, plus de 35 ans. Fourer qui est incroyable. Diaz qui joue On est tous sur des trentenaires en fait. Et en début de saison, on disait quoi? Cette équipe, elle est vieillissante. C'était un peu la narration. Finalement, c'est intéressant comme la narration, elle peut évoluer assez rapidement. Ou alors, on disait la fenêtre de Fribourg est maintenant. Et ça, finalement, si on prend sur ce terme ou ce thème-là, on est juste. Mm-hmm. Après, c'est un petit peu pour se dédouaner un peu de dire non, on n'a pas dit vieillissant, on a dit expérimenté, on a dit que la fenêtre se ferme. Mais ça allait de pair avec le contrat de Diaz aussi, de dire signer 4 ans, les 2 années qui viennent, il n'y a aucun problème. On est un petit peu plus sceptique, c'est pas le terme, mais on se pose un petit peu plus de questions sur les années 3 et 4. Parce que l'âge sera plus élevé, forcément. Donc là, l'expérience du côté de Fribourg, elle est là, et puis en plus une vraie dynamique positive de toute façon. Pour revenir à la question sur Nathan Marchand, moi j'aime bien Bikoff, effectivement. J'entends clairement l'idée. Puis en même temps, tu as toujours dans un coin de la tête cette idée, tu te dis, mais pourquoi je vais vouloir commencer maintenant à changer quelque chose qui a si bien fonctionné? Cette ligne, alors oui, Marchand, j'entends clairement la remarque. Il est plus jeune aussi. Il a 10 matchs. Sur les 10 derniers matchs, il a qu'un point sur cette série. Il n'a pas produit autant qu'à une époque où, honnêtement, à un moment de sa saison, Nathan Marchand, c'était devenu indécent.
presque la réussite qu'il avait offensivement, parce qu'il fait une saison qui est magnifique. Nathan Marchand, il a 20 buts cette saison, sur la saison C'est un régulière. magnifique plateau à atteindre. Vraiment. Mais il est quand même précieux avec Desharnais et Motet. Moi, je ne le changerais pas. Et oui, peut-être qu'il paraît moins offensivement important, mais moi, je le trouve tellement bon défensivement. Si on regarde sa débauche d'énergie en box-play, là, le dernier match Je me réjouis de lire un article de toi qui va faire des stats sur l'impact de Nathan Marchand défensivement sur cette ligne-là pendant cette série. Ça va être super. On peut essayer. C'est pas par contre, c'est pas Uber. Hein. On fait pas les commandes d'articles. Ça vient si ça vient, d'accord. Ouais, j'espère que c'est pas trop cher parce que des fois Uber les tarifs ils montent alors. Bon, ouais. Mais Marchand en box-play, il est vraiment impressionnant. Il a joué 4 minutes sur le dernier match en box-play. Bikoff aussi. Donc il a un autre apport, mais effectivement, si tu veux matcher la force de frappe offensive de Zurich, il va falloir qu'il y ait peut-être d'autres éléments qui viennent épauler les Di Domenico, les Desharnais, les Motet, et ça peut justement être Nathan Marchand qui aura une vraie importance dans cette série. Ouais, puis l'âge aussi, la débauche d'énergie de Bikoff et le temps de glace. Le temps de glace doit être un peu moins grand aussi pour avoir en fait ta Bikoff à 100% en lui donnant un temps de glace de X. Et que si tu le mets en première ligne à 5 contre 5 et que tu lui offres un peu, tu as forcément un peu plus de temps de jeu et que tu continues à l'utiliser en box-play, il sera peut-être un petit peu moins frais pour le box-play parce qu'il aura joué un peu plus. Donc moi j'aime bien ces questions qui sont ouvertes finalement où honnêtement, est-ce qu'il y a une bonne réponse à apporter ? On est vraiment dans la théorie. Sur le principe, c'est bien. On voit les pour, on voit les contre. Et puis, on n'a pas finalement une réponse très tranchée à donner, exactement. Mais effectivement, la moyenne de temps de jeu de Bikoff sur la série contre Lausanne, ça se situe aux alentours des 11 minutes de T'as moyenne. 11 minutes de qualité. Exactement. Et ça a été une des forces de Fribourg aussi dans cette série contre Lausanne. C'est d'avoir 4 lignes qui arrivent à amener un petit quelque chose lorsqu'elles sont sur la glace. Ce qui était un peu moins le cas de Lausanne, avec justement une 4e ligne... qui était pourtant pas si mal. Mais qui jouait pas beaucoup et qui amenait pas autant. Et là, sur une 4e ligne, tu peux avoir Brodin, tu peux avoir Bikoff. Ausener, c'est des joueurs qui amènent un peu de taille, un peu d'intensité, un peu de poids finalement, ou d'expérience comme Andrei Bikoff. Et ça a un vrai impact. Et moi, je la casserai pas, cette ligne, avec Bikoff en 4. On a une question de Yann Moon. Bonjour, toujours un plaisir de vous écouter. Je ne vais pas dire oui. ça, mais ouais. Rantakari ne devrait-il pas avoir une chance de jouer en demi au vu des performances de Brodin ? Sans être mauvais, il n'a pas l'impact attendu pour un étranger actuellement. Je rebondissais parce que tu mentionnais l'histoire de Brodin et je me dis, mais non, j'ai pas envie de rentrer Rantakari. En fait, je trouve que ça joue bien du côté fribourgeois en défense. Les pairs vont bien. Bien sûr que c'est perfectible, hein, mais j'ai l'impression que tu commences à trop changer de choses. Et quel serait l'impact en fait de Rantakari ? On sait que c'est un défenseur qui est très offensif, qui est très utile sur le powerplay. Est-ce que franchement le powerplay, une unité de Fribourg a besoin de cet apport-là en ce moment ? J'ai pas l'impression. Cette question peut-être se posera si Zurich mène 2-1 ou 2-0 dans la série, puis on se dit... Et puis même, et encore, j'ai l'impression que c'est le genre de choix que tu dois faire si vraiment tu es face à l'élimination, que tu dis, il faut vraiment que je change quelque chose. Mais tant que c'est pas t'es pas au bord du précipice, moi je changerais pas. Moi j'ai bien aimé l'impact de Brodin. Alors, quand même, à chaque fois, j'avais l'impression durant cette série contre Lausanne que chaque fois que le puck lui arrivait sur la glace, c'était une aventure. Tu avais l'impression que c'était une catastrophe. Le puck, on avait l'impression qu'il se prenait les jambes, les patins, il s'en mêlait. Il y a eu quasi aucune prise de puck propre de la part de Brodin. Mais par contre, il a quand même toujours amené quelque chose physiquement. Et... Il est peut-être allé gratter une ou deux pénalités aussi. Oui. Et il n'en a pas beaucoup pris. Il a pris 3 sur les 5 matchs. Ça va, c'est aussi un facteur parce que s'il joue 10 minutes mais qu'il prend à chaque fois un shift sur 2, il prend 2 minutes de pénalité, on a un problème. Là, ça s'est pas si mal passé. Et effectivement, je te rejoins assez. Pourquoi changer quelque chose qui a fonctionné maintenant ? Alors tu me diras,
c'est peut-être justement là où nous, on serait peut-être pas de bons techniciens et que l'entraîneur doit toujours avoir un coup d'avance, de dire oui, ça a fonctionné jusqu'à présent, mais c'est pas pour autant que je dois me reposer sur mes lauriers et je pense un coup d'avance. Complètement d'accord. Hein. Il y aura peut-être un facteur, Maro Doufner s'est pas entraîné mardi. Ah. Il est un petit peu blessé, visiblement. Il doit y en avoir d'autres qui sont un petit peu blessés d'ailleurs, je pense. Hein. Peut-être, mais en tout cas, tout le monde était sur la glace, sauf Mauro Doufner. Si Doufner est absent, et il a été absent durant la série contre Lausanne, et c'est pas pour autant que Rantakari était rentré. Hein. Non. Donc ça veut pas dire que si Doufner ne joue pas, Rantakari va rentrer. C'est plutôt Camerzin qui va avoir un peu plus de temps de glace ou Chavaya. Exactement. Donc ça ne change pas grand-chose à la question initiale. Mais je trouve que ton point le plus important, c'est ça, c'est qu'effectivement le premier powerplay a très bien fonctionné. On a même souvent vu Dubé ne pas jouer son deuxième powerplay. Je pense qu'il en a un pour dire qu'il a un deuxième powerplay, mais il l'a pas. Enfin, il l'a pas utilisé. Certains techniciens aussi mentionnaient que se reposer énormément là-dessus. Maintenant, il marche tellement bien. En tout cas, dans cette série-là, qu'est-ce que tu fais ? Les autres, ils avaient la trouille. Je trouvais que le box-play de Lausanne était passif. Face à ça, ils n'osaient pas aller. Ma foi, tu y vas, quoi. Tu utilises un maximum tes cartes, puis jusqu'à ce que ça marche plus. C'est un petit peu ça. Et du coup, tu n'as pas besoin de rendre ta carrière à ce niveau-là. Surtout que sur ton deuxième powerplay, tu as Raphaël Diaz, qui, ça va. Je pense que là aussi, il n'y a pas d'urgence. Comme il y avait une urgence l'année passée, ou il y aurait eu une urgence l'année passée, lorsque le deuxième powerplay, c'était Fourer à la bleue. Et c'est pas son rôle. Il a d'autres qualités, on l'a d'ailleurs vu durant ses playoffs, il a plein d'autres qualités, il fait une superbe saison et puis il fait à fortiori d'excellents playoffs. Ouais. Philippe Fourer, au-delà de son but, hein, on a retenu que ça, mais il me semble qu'on avait thématisé le super jeu de Philippe Fourer avant ce but dans l'acte 3. Mais peut-être qu'aussi le jeu de Philippe Fourer va bien parce que Dave Souter à côté fait une excellente saison. Absolument. Et que quand il a été pris par Fribourg, c'était un peu... Ah ouais, Dave Souter, parce qu'il était monté très haut jusqu'en équipe nationale. Puis après, à Zurich, c'était un petit peu perdu. Et puis, on retrouvait un joueur qui n'était peut-être pas pleinement en confiance. Et j'ai l'impression que cette confiance, il l'a complètement retrouvée à Fribourg. Et que là, cette paire avec Fourer, elle va très, très bien. Oui. Puis, de temps en temps, quand il fait une montée sous terre, bah, c'est un bulldozer, quoi. Ouais. Tellement une grande canne va lui piquer le puck. Il peut jouer dans les bandes. Non, il est vraiment... Puis en deux coups de patin, il est de l'autre côté. Enfin, il est assez impressionnant. Puis il joue ses 20-22 minutes depuis le début des playoffs. Alors la moyenne est un peu augmentée parce qu'il y a forcément eu le match en triple prolongation. Il a joué 32 minutes, où Fourer avait joué plus de 33 minutes. Mais non, effectivement, défensivement, c'est pas vraiment un problème. Moi, je me demande si la ligne... les lignes 2 et 3 de Fribourg vont amener autant, et voire plus que celles de Zurich. Et s'ils arrivent à ce niveau-là d'impact offensif, je pense qu'il y a de quoi être, en tout cas, optimiste avant cette série. Bah, j'ai relu pendant que tu parlais tout à l'heure la phrase de Sven Leuenberger dans La Liberté. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, il dit « Fribourg est clairement le favori ». Ouais. C'est pas. En gros, c'est le petit Zurich qui vient sur la pointe des patins à Zurich dire ouh, on vient dans la cour des grands. C'est quand même un peu rigolo, honnêtement. Et clairement le favori, parce qu'il dit ils ont fini deuxième avec leur avantage de la patinoire, etc. Oui. Ils avaient fini troisième. C'est ça. Et puis l'écart de points n'était pas gigantesque entre Fribourg et Zurich. Non, ils sont juste derrière. Donc, ouais. C'est de bonne guerre de dire oh non mon Dieu non, mais nous on vient voir, on est content d'être là. Je pense pas. Il y a des questions, justement cet homme Souter et Fourer ont fait une belle série contre le premier bloc offensif lausannois, mais le style du premier bloc offensif zurichois semble bien différent, non? Vont-ils réussir aussi bien contre ce Fribourg là? Ça va aussi dépendre des attaquants, ça va aussi dépendre de Walzer finalement, qui a été bon contre Lausanne, de Walzer, de Jörg et puis de Rossi. Cette ligne-là, Rossi, ça peut peut-être être Brodin à un moment si ça va pas. Donc, vraiment, excellente troisième ligne, toute sa saison. On espère et a fortiori encore pendant ce quart de finale contre Lausanne. Il n'y a pas de raison que ça continue pas. Maintenant, effectivement, la première ligne Fuchs, Sekac, Berchi, on va dire, ou la ligne Malguin, Andrighetto... peut-être Pedretti, parce que je trouve que... Ça a changé un petit peu durant cette série. Ouais, d'ailleurs, parce que Malguin était blessé. Ouais, mais le match 7, il a mis Hollenstein avec Malguin et Andrighetto, et Pedretti, il l'a mis en 3 avec Sigrist et Baltisberger. Et en 2, t'as... Et il peut mettre Rowe, Andrighetto, Baltisberger, qui était une ligne qui marchait très très bien.
Je trouve que ces combinaisons-là, finalement, elles vont toutes bien. J'aimais bien le côté de Pedretti, un peu gros bonhomme, on va dire, avec les deux artistes. Et ça te permettait d'avoir Hollenstein sur ta troisième ligne ou ta deuxième ligne. Et là, tu arrives avec un deuxième rideau qui est assez impressionnant parce qu'une ligne avec Baltisberger, Pedretti, Sigrist, c'est un peu moins clinquant, ça a d'autres qualités. Baltisberger, il va être chiant durant cette série. Ceux qui n'aiment pas le jeu physique et les coups qui dépassent, va pas trop falloir regarder Baltisberger. Ouais, puis Berra, qui aime peut-être pas trop qu'on lui masque la vue, il va falloir qu'il prenne une pelleteuse pour bouger Baltisberger, parce que Baltisberger, il n'a pas peur d'y aller. Alors, je sais pas s'il sera sur le powerplay posé en écran devant, mais les goals un peu... les garbage goals, hein, ces vieux trucs poussés, où on a vu que contre Berra, les shoots ouverts, même si Malgin et Andrighetto sont de super snipers, même si Hollenstein est très bon, je maintiens que le goal que Hollenstein met à Shikin, je suis pas sûr qu'il le met à Berra, mais je peux me tromper. Je trouve que tous les shoots ouverts, Berra, il se royaume, c'est beaucoup trop facile pour lui, en plus il est grand, il faut aller le déranger, mais comme il faut aller déranger Kovar, comme il faut aller déranger Giannoni finalement, et c'est à ceux qui arriveront le mieux à déranger le gardien adverse que la victoire va revenir finalement. Dans l'alignement de Zurich, vu qu'on parle un petit peu des attaquants, il me semble qu'il y a un joueur qu'on oublie un petit peu trop souvent, et toi et moi, et globalement, je crois que c'est Marcus Kruger. Ouais. Qui joue plus de 3 minutes en powerplay dans le dernier match, en boxplay, pardon, dans le dernier match contre Bienne, qui est un joueur qui a une expérience énorme. Et on aurait peut-être un peu tendance à se dire non mais bon, il faut sortir Kruger et puis mettre justement Garrett Rowe ou Kenville mais non, en fait, je crois vraiment. Enfin, j'aime bien ce joueur et il va être intéressant à suivre. Il va pas marquer des pellets de points, mais dans les matchs décisifs, quand Zurich doit gagner les matchs 6 et 7 pour se qualifier, Grunborg, il est revenu à Marcus Kruger après l'avoir sorti en début de série. Et ça a marché. Ils ont gagné les 2 matchs. Je dis pas que c'est lui qui fait gagner les matchs, mais il était quand même bien présent. J'ai pensé à Kruger, en fait, parce que je pensais à Desharnais. Et je me disais, qui Zurich va mettre sur Desharnais pour pouvoir le gêner un maximum, gêner son rayon d'action, finalement. Et un Kruger avec son expérience, le fait que ce soit un attaquant suédois, donc qui sait faire les tâches défensives à la base, je me dis, là, Desharnais aura un client, en tout cas... ce qui était sans doute moins le cas avec Lausanne, finalement, un véritable centre qui pouvait le gêner beaucoup plus. Complètement d'accord. Là, on aura un beau duel. On a une question aussi sur les coachs. Je profite de la poser, parce qu'il y a une question sur Kovar, mais ça, on y a répondu. Duel Dubé-Grunborg, qui en sortirait vainqueur entre le coach élevé au rang de Rouen, Suède, et le Pinky Blinders, qui a construit son équipe de A à Z. L'expérience va-t-elle compter? C'est Merlin qui nous pose cette question. Beau match-up à part ça pour les coachs. Absolument, mais en fait, Richard Grunborg, je pense qu'il a effectivement une très grande expérience. Pas de club. Mais pas en club. Après, on sera... Enfin, il a gagné des matchs à élimination directe avec la Suède, plus que bon nombre de coachs. Donc, gagner en série, c'est quelque chose qu'il sait faire. Donc l'aspect gestion d'une équipe en club sur une saison régulière, de gérer les temps forts et les temps faibles entre septembre et mars, où tu peux avoir un peu de lassitude, il faut peut-être savoir tirer les bonnes ficelles, appuyer sur les bons boutons pour garder ton équipe tout le temps, on va dire, investie. C'est plus compliqué. Maintenant, là, je peux imaginer que ça devient un peu plus simple. Rappelons-nous quand même qu'il y a 12 mois, c'est Patrick Aymon, le coach rookie, qui le sort en demi-finale avec Genève. Donc, il n'est pas imbattable en série, loin s'en faut. Question de Gauthieron22. Pensez-vous que Zurich... On n'a pas répondu à cette question encore. Tu n'as pas répondu, toi. Le duel Dubé-Grunborg. Ouais, mais j'ai pas beaucoup d'autres choses à amener que ce que tu as dit, finalement. À part que ces deux coachs que j'aime bien à des niveaux différents. J'aime beaucoup l'investissement in-game de Dubé, qui est peut-être plus visible en saison régulière qu'en play-off, mais c'est normal aussi parce qu'on part du principe qu'on a son contingent pour les play-offs finalement, et c'est ce qu'on aurait pu
où c'est ce qu'on pouvait reprocher à John Foust dans cette série, justement, qu'on avait un Dubé qui était droit dans ses bottes, puis qui savait exactement où il allait, puis qu'il n'avait pas besoin de réfléchir 3 fois, de savoir qui il allait mettre et tout, la gestion des gardiens notamment, et puis même simplement dans le line-up. Il changeait une ou deux petites pièces, mais c'était plutôt qui était 13e attaquant en gros, et c'était beaucoup plus simple, je trouve, à gérer. Et puis un Grunborg, bah, tu l'as dit, est-ce que c'est Grunborg qui a gagné cette série contre Bienne? Peut-être qu'il a un pourcentage dans cette victoire, mais est-ce qu'il est... Parce qu'il a gagné parce qu'il a mis Jakub Kovar à la place d'un autre gardien. Ça oui, il l'a gagné cette série. Mais c'est quand même plus Jakub Kovar qui a été la chercher que Richard Grunborg qui nous a épaté par son coaching en la circonstance. Donc Gauthieron 22, pensez-vous que Zurich abordera cette demi-finale avec le même line-up que lundi? Étrangers à vocation plus défensive, ou feront-ils rentrer un Rowe ou Kenville? Moi, je vois assez Zurich repartir. Mais on disait avant, en fait, il y a juste le petit coup de poker qui n'arrivera pas, mais qui me ferait beaucoup rire de sortir Kovar. Mais là ça demanderait... Il y a 2 coups de poker. Tu sors Kiviste, tu sors Kovar. Et puis à ce moment-là, tu mets all-in en attaque. Ouais, alors là, non, je pense pas. Mais c'est du 3D chess, quoi, de commencer à réfléchir comme ça, puis dire, ouais, mais changeons tout ce qui est en train de fonctionner. Non, ce qu'on disait avec Fribourg, finalement. Pourquoi maintenant commencer à changer les choses qui ont fonctionné? Zurich s'est retrouvé dos au mur, comme on le disait, ils ont rentré Kruger au match 6. Ils gagnent 6 et 7 derrière. Moi, j'ai un petit peu l'impression qu'ils partent à une petite nuance près. On sait que Fribourg est historiquement, du coup, ils l'ont peut-être pas montré contre Lausanne, et peut-être pas l'équipe la plus physique de la ligue. Si tu amènes un peu un Kenville capable d'amener justement cette dimension un peu plus physique, Baltisberger, et là tu peux commencer un petit peu à brasser Fribourg. Ça peut aussi être une option, mais Marty qui fait une vieille charge pourrie. Bon, alors lui, ça fait partie de l'équation. Kenville beaucoup moins. Ça pourrait, mais je pense que Zurich va aller à Fribourg pour en encaisser un de moins que Fribourg, et non pour en marquer un de plus. Tu sais que je pense à Motet et cette hargne, cette envie qu'il avait contre Lausanne. Mais j'ai l'impression, peut-être que je me trompe complètement, parce qu'il n'a pas besoin de motivation, mais que la motivation de jouer contre Lausanne dans un derby, dans un contexte comme ça, de te donner cette envie supplémentaire d'aller encrasser l'autre. Et finalement, est-ce que quand on va venir dans ses oreilles, quand il va faire il va venir ennuyer, comme il y a des Zurichois qui vont essayer d'ennuyer Di Domenico. Est-ce qu'il y aura ce même impact, selon toi, de la part de Motet, qu'il aura cette même envie d'aller chercher, d'aller sous la peau des Zurichois et les Zurichois, eux, d'aller sous la peau de Di Domenico? Moi, je crois que ça fait partie du jeu des playoffs, et je pense que peu importe l'adversaire ni l'animal sur le maillot, alors en l'occurrence c'est le même, donc ça change pas grand-chose. Mais oui, je pense que ça va vraiment faire partie des playoffs, et puis Motet, je pense que si tu le mets en match amical à Yverdon contre une équipe tchèque, il va aller faire son truc, aller un petit peu brasser, mais comme il nous l'avait expliqué, non, c'était pas notre micro. Comme il l'avait expliqué dans une interview que j'avais faite l'année passée avec lui, il en est aussi un peu revenu de ce rôle de provocateur patenté, et qui ne se résume finalement presque qu'à ça, au détriment de son jeu offensif. C'est ce qui lui a permis aussi de franchir un palier offensif ces 2-3 dernières saisons, c'est qu'il en est un peu revenu, et il met son énergie plus intelligemment à d'autres endroits. Et finalement, tant lui que Di Domenico, si leur énergie est canalisée dans la bonne direction, ils sont beaucoup plus utiles à leur équipe. Mais il faut être capable de répondre à ce défi-là. Donc, si Zurich vient sur ce terrain-là, je pense qu'ils vont pas être trop chicanés. Je sais qu'on n'aime pas forcément faire des pronostics, mais que les gens aiment bien. Si, on aime bien, nous, on aime bien se tromper. Les gens aiment bien, parce qu'après, ils peuvent effectivement nous dire qu'on s'est trompé. J'ai de la peine, honnêtement, à dégager quelqu'un. J'ai pas envie de dire Fribourg en 7 pour faire plaisir aux gens, ou bien Zurich en 7 pour faire exprès d'eux. Ça n'a jamais été notre leitmotiv de vouloir aller contre ce qu'on pense. Je pense à 3-3, quoi. Puis, bah ouais, non, mais j'aimerais bien pouvoir dire, c'est une réponse de Normand, mais j'aimerais bien pouvoir donner un avantage certain, mais j'ai aucune idée.
On a listé les trucs, on a dit que Fribourg allait être face à un gardien qui était chaud, qu'ils ont un contingent qui est super, qu'ils ont un box-play qui va bien. Puis en face, on a des gens qui sont en confiance, qui a fini 2e de la saison régulière contre le 3e. C'était serré. J'ai l'impression que ce sera serré, quoi. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Je crois que là, moi, je vais passer mon tour sur les pronostics, déjà parce qu'on passe pour des ânes à chaque fois. Non, on se rappelle aussi souvent quand on dit des trucs faux, parce qu'on aime bien un peu se te flageller de temps en temps. Mais non, moi je suis mal pris aussi, effectivement, pour cette série. Et dans la newsletter que je suis en train d'écrire pour jeudi matin, pour ceux qui ne sont pas abonnés, c'est encore le moment. Après, il n'y en aura plus pendant quelques mois. Donc, profitez des derniers envois de la saison, jusqu'à la fin du mondial quand même. Je lui donne les bons et les mauvais points de chaque côté entre les gardiens, la défense, les attaques, les situations spéciales, etc. C'est serré, hein. Je suis vraiment mal pris actuellement. Et oui, ça va être une série qui va se jouer sur des détails. Il me semble que c'est... De plus, alors qui plus est alors. Hein. Alors effectivement, mais ou alors on fait confiance à Sven Leuenberger, vu que Fribourg est le grand favori de cette série, c'est 4-1 pour Fribourg. Jouer sport, un jeu de la loterie romande. Quelle transition! Ouais. Les paris. Est-ce qu'on les avait presque oubliés? Non, quand même. Non, quand même. Alors, la série entre Fribourg et Zurich, forcément que je vois bien une victoire de... Non, désolé, t'aimes pas ça. Hein? Mais alors là, je sens que je vais me faire azorer, parce que je vais prendre le bet sur l'autre série. Et puis, ouais, mais Jean-Fred, voyons, tu n'es pas tellement joueur. Tu vas vouloir nous sortir une cote à 1,01 de Zoug. Tu vas me mettre un bel handicap pour Zoug. Alors, un bel handicap? Non, justement. Parce que, dans l'absolu, forcément, je pense que c'est pas être un grand pronostiqueur de dire que Zoug sera favori pour son premier match à domicile vendredi contre... le vainqueur de la série entre Davos et Rapperswil. Maintenant, on se rappelle, Lugano, pré-playoff, arrive contre Zoug, en étant un peu plus fatigué, les autres bien reposés. C'est allé en prolongation. Donc, le premier match de Lausanne avec 3 matchs contre Fribourg, ça s'est joué aussi. Finalement, c'était 2-0, mais pas largué. Donc, je vais quand même partir sur Zoug. Ok. Malgré tout ça. J'espère que la cote sera intéressante. Elle ne sera pas, elle sera à 1,50, peu importe l'adversaire. Donc je vais te dire que tu vas devoir prendre le handicap, tu vas pas être content. On sait ce qui se passe, on le connaît, on connaît ce qui va se passer. Ouais, mais alors à ce moment-là, il faut trouver comme Paris un peu qui a de la valeur. Il faudra trouver autre chose. Moi, j'aime peu de goal. Mais j'aime bien le peu de goal entre Fribourg et Zurich. Vu les gardiens. Avec 2 excellents gardiens, avec des défenses bien en place. De box-play à plus de 90%, c'est clair. Moi, je risque de partir sur quelque chose comme ça. Ouais. Ou alors, un peu plus de goal entre Zoug et son adversaire potentiel, surtout si c'est Davos, admettons. Là, je peux imaginer une équipe de Zoug qui peut vraiment placer, en mettre 4 tous les soirs. Et Davos qui a l'air de retrouver un petit peu de fine offensive aussi. Exactement. Hein. Donc, ça pourrait être... peu de buts, mais je pense vraiment, moi je risque de partir, vu que j'aime bien parier sur le match qui intéresse les romans un peu plus que le Zoug. Oui, mais il faudrait trouver une cote qui a une valeur un peu intéressante aussi, effectivement. Absolument, et moins de 5,5 du côté de Fribourg-Zurich me plaît assez, je dois dire. Et donc un 3-2, c'est vrai que c'est pas mal, ça, je trouve que... Mais après, on regarde les résultats de la saison régulière, Gotteron-Zurich 1-0, 4-3 après prolongation, 5-4 au tir au but, 4-2. Donc le dernier match était quand? C'était le 2 janvier. Est-ce que Kovar était déjà là? Je pense pas. Non, je pense pas non plus. Après, Ludovic Weber, comme tu disais, ou si c'était encore Flueller, Weber était bon contre Fribourg, il n'y a pas de problème. Mais ce paramètre-là de Kovar en ce moment me fait dire qu'effectivement, simplement basé sur des chiffres aussi, hein, le box-play, les gardiens... Peu de goals entre Fribourg et Zurich et Todd, ce sera Zoug gagne avec plus d'un but d'écart, on verra. Voilà, exactement, on verra. D'ici, nous on mettra vendredi matin notre choix sur les réseaux sociaux de ce qu'on prendra comme paris sportif sur le site de la Loro. Et on espère que cette fois-ci, contrairement aux 2 dernières semaines, on ne se plante pas. J'avais proposé de prendre un dit blanc, l'autre dit noir, comme ça, vu qu'il n'y a pas de grille en play-off.
Oui, mais c'est après prolongation, donc il faut, tu vois, faut faire la victoire. Exact. Mais j'avais proposé ça pour qu'il y en ait au moins un des deux qui n'ait pas l'air Pour le match malin. nul. Mais malheureusement, on est retombé dans nos travers. On prend un risque d'avoir les deux l'air fins, quoi. Jouer sport, un jeu de la loterie romande. Eh ben, on est au terme de ce 2e épisode de la semaine, de ce 26e épisode de la saison. On a rattrapé un de nos 2 épisodes de retard. Est-ce que la semaine prochaine, on en rattrape encore un? Peut-être. On hésite à venir lundi avec un épisode Tu me fais tellement plaisir. après les 2 premiers matchs. Il faudra vraiment voir en fonction de nos emplois du temps respectifs. On mettra sur les réseaux sociaux si on est présent lundi soir, quand même vous avertir. Et comme je l'ai dit la semaine passée, il y a une petite option clochette sur Spotify pour recevoir un push à chaque fois qu'un épisode Moi, sort. je l'avais pas en plus. Bah, c'est tu ça. vois, je t'ai appris, Tu m'as je t'ai appris montré. quelque chose. Heureusement que tu écoutes Colfax. C'est assez pratique. Moi, les podcasts que j'écoute, c'est comme ça que je sais quand il y a un nouvel épisode. À tout hasard, c'est pas perdu. Ouais, les alertes YouTube aussi, c'est vrai que c'est bien. Sinon, hein. on est présent sur YouTube, sur SoundCloud, on est présent un peu partout. Apple Podcast, ça vous le savez à force. Et ben, merci pour vos questions. On est toujours présent pour essayer d'y répondre lorsqu'on a les réponses, ou lorsque c'est une thématique qui nous intéresse. Donc n'hésitez pas à continuer. On fera aussi des rappels sur Twitter notamment pour demander vos éventuelles questions. D'ici lundi ou mercredi prochain, on verra. Laissons-nous surprendre. Profitez bien de ce début des demi-finales et à bientôt. À tout bientôt.